Merci, Catherine, d'accepter. Dominique, je te cède la parole. Merci beaucoup, chère présidente. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec l'historienne Catherine Larochelle, qui est professeure adjointe au département d'histoire de l'Université de Montréal et dont le livre qui est paru aujourd'hui, alors vous pouvez voir qu'il est déjà très bien lu, ce fameux L'école du racisme, qui est dans le fond le prolongement de sa thèse de doctorat. Qui a été déposée encore tout récemment, l'apprentissage des autres, la construction rhétorique et les usages pédagogiques de l'altérité à l'école québécoise 1830-1915. Les recherches de Catherine Larochelle se poursuivent justement. Elle prépare justement un projet sur l'imaginaire impérial du Canada français dans la deuxième moitié du 19e siècle par l'étude de la figure missionnaire d'Albert Lacombe. Elle est aussi membre du comité éditorial de la revue Histoire engagée et directrice de notre revue, la revue Études d'histoire religieuse. Alors, bonjour Catherine. Bonjour, merci de cette invitation. C'est quand même un honneur pour moi que ce soit toi, à la fois enseignant, à la fois historien, qui m'interroge aujourd'hui. C'est effectivement une belle alliance. Alors, pour débuter, Catherine, j'aimerais un petit peu que tu nous racontes quelles sont les racines, dans le fond, de ce projet d'écriture, donc de ta thèse de doctorat, et aussi peut-être de prendre le temps de nous expliquer quelques concepts qui sont fort importants à l'intérieur de ce livre-là, s'il te plaît. Oui, bien, en fait, si on remonte vraiment, si je fais l'histoire de ce livre, c'est la commission Bouchard-Taylor qui avait suscité en moi plusieurs interrogations, c'est-à-dire en regardant les réactions, les témoignages à cette commission-là, je m'étais quand même demandé d'où venaient certaines représentations donc, des autres chez certaines personnes qui avaient témoigné. J'avais de la misère à croire que c'était que, par exemple, le 11 septembre 2001 qui avait suscité un certain imaginaire. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai mené mes études de maîtrise sur l'orientalisme dans les manuels de lecture. Et c'est dans le cadre de cette maîtrise-là que j'ai eu à me plonger dans la philosophie de l'altérité. Donc, dirigée par Jean-Marie Fecteau, on avait eu beaucoup de discussions à ce sujet. Donc, l'altérité, c'est l'autre, avec un grand A. C'est ce qui nous permet de se définir, c'est ce qui nous permet d'exister en quelque sorte, c'est ce qui fait les contours de notre identité, de savoir qu'est-ce qu'on est par rapport à ce qui est extérieur à nous. Et donc, à partir de là, je m'étais dit, mais en fait, la construction nationale au Québec, les historiens l'ont beaucoup observé selon ses conditions internes. Donc, comment la nation s'est construite sur ses propres mythes, avec ses propres relations avec la France, avec des relations identitaires, en fait, avec les grandes puissances et tout ça. Et je me disais, mais comment elle s'est définie, cette nation-là, par rapport aux autres? Est-ce que ça a le même joué dans la construction nationale? Est-ce qu'on a établi les frontières de cette identité-là par rapport à un extérieur? Et si oui, lequel? Donc, c'est un peu avec cette prémisse-là que j'ai entamé ces études doctorales. Et moi, je croyais que l'altérité, donc l'autre, pour le Canada français, il y aurait certainement l'anglais, la figure de l'anglais. C'est commun dans notre imaginaire collectif comme étant un autre. Et évidemment, la figure de l'Indien, entre guillemets, ça, je me doutais que ce serait très présent aussi. Et j'ai donc été surprise par ce que la recherche me montrait. La recherche me montrait que non, l'anglais n'était pas un autre pour les Canadiens français et vice-versa, à l'école, du moins, dans la période que j'étudiais. Parfait. Quand on regarde justement ces usages de l'autre, de l'altérité à l'école et dans les manuels scolaires qu'on a consultés, qu'est-ce qu'on remarque comme très majeur? En fait, ce qui était particulier, c'est que j'arrivais là sans une véritable méthodologie, c'est-à-dire que je ne cherchais pas des figures en particulier, je cherchais une construction de l'autre. Donc, je ne savais pas exactement de quelle façon ça allait apparaître dans les manuels scolaires. Et c'est de cette façon-là, en arrivant sans finalement a priori, en cherchant un peu qu'est-ce que le langage me révélait, qu'est-ce que les images révélaient, que j'ai pu constater que l'altérité, finalement, ce qui est
autre, ce qui est exotique, ce qui n'est pas nous, était un moteur important de la pédagogie du 19e siècle. Que ce soit par les images qui sont utilisées. Les pédagogues disaient, on doit montrer des images aux enfants, c'est comme ça qu'on les intéresse à la matière qu'on va enseigner. Eh bien, les images de ce qui est différent, c'est d'autant plus intéressant. Donc, ça peut susciter l'attention. On va le faire aussi par les émotions. On va intéresser les enfants à certaines causes, comme la cause missionnaire, en jouant sur le registre plutôt émotif. Donc, en appelant à leur compassion pour un autre lointain, avec lequel, en fait, ils n'ont aucun lien concret. Et aussi par la personnification aussi. On va amener les enfants à personnifier certains autres, donc à avoir une expérience assez intense dans un cadre performatif de théâtre, de quelque chose qui n'est pas eux, donc de quelque chose d'excitant, en fait. Très bien. Est-ce qu'on voit une différence dans ces représentations entre les écoles protestantes et catholiques ou entre ce qui est enseigné aux filles et aux garçons? Très peu, très peu. Et ça a été aussi une grande surprise en quelque sorte. J'avais prévu faire que les francophones au départ. Et je m'étais rendu compte que, comme toute bonne étudiante au début du doctorat, je chialais énormément sur l'historiographie et tous ses manquements. Et une des reproches que je faisais, c'est qu'on parlait souvent de la spécificité du Québec où on regardait le Canada français, mais toujours dans une optique clos. Et donc, la spécificité ne me semblait pas prouvée, finalement, si on ne compare pas à ce qui se passe chez les anglophones. Et là, je me suis rendu compte que j'allais faire exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai ajouté donc les écoles anglophones, catholiques comme protestantes. Et je n'ai jamais regretté parce que ça m'a vraiment permis de constater que c'était pour une grande part un imaginaire partagé, que ce soit en termes de représentation et donc de contenu, qu'en termes de pédagogie, parce qu'en fait, les deux, la pédagogie et les représentations, circulent non seulement entre Canadiens français, Canadiens anglais, mais beaucoup plus globalement dans l'espace euro-américain. Et donc, même les Canadiens anglais ou Canadiens français ne sont pas très spécifiques, en fait, dans cette pédagogie transnationale à l'époque, à la fois des représentations que des techniques. Il y a certaines spécificités. Donc, le matériel canadien-français insiste davantage sur la figure de l'Indien. C'est plus présent. La violence qui est décrite dans le contexte de cette représentation-là est plus intense, elle est plus crue. L'orientalisme diffère aussi un peu entre les deux communautés, puis là, on peut bien comprendre en raison de leur lien avec l'impérialisme français ou anglais. Donc, chez les anglophones, il y aura plus de représentation de l'Inde et chez les francophones, ça va être davantage là, le Maghreb, la Palestine, le Moyen-Orient, autrement dit, l'ère plutôt arabe qui va être représentée. Donc, c'est certaines différences, mais disons que le portrait global est le même. Je reviens sur la dimension des Premières Nations que vous venez d'effleurer, que tu viens d'effleurer. Dans le livre, à certains moments, tu fais référence effectivement à cette violence. Est-ce qu'on constate d'abord un traitement différent de cette violence-là selon les nations? Et deuxièmement, est-ce qu'on a aussi parfois des éléments qui sont plus positifs par rapport aux Premières Nations, notamment dans le cadre de la littérature? Je pense à la section qui faisait référence au symbole d'immortalité et de mort dans le livre, en faisant parler la figure du Huron dans ce que tu appelais les élégies proleptiques, dans les poèmes de Garneau, de Chauveau, de Lenoir. Est-ce qu'on a des distinctions à voir, notamment entre les nations, puis sur le traitement dans l'histoire des nations? Il y a certaines différences. Évidemment, il y a la figure de l'Iroquois barbare. Ces deux mots-là venaient presque automatiquement ensemble dans le matériel scolaire. C'était presque comme c'était pas séparé, ces deux mots étaient toujours ensemble. Donc, il y a cette différence-là entre les nations. Elle est présente, mais je crois qu'elle est moins caractérisée que ce sera le cas au 20e siècle. Donc, que ce sera le cas là, dans les décennies, au moins la première moitié du 20e siècle et même plus. Donc, c'est présent, mais ce n'est pas
c'est ça. Il y a cette différenciation-là qui est présente, mais ce n'est pas encore abouti. Parce qu'il y a l'idée de l'Indien mourant qui est très présente. Et donc, dans un sens, on va, oui, mettre l'enfant sur la barbarie des Iroquois, mais à d'autres moments, parfois, on mentionne leur mort sur le territoire ou comment il reste quelques personnes, mais en fait, ils ont pour la plupart disparu de ces forêts qui étaient jadis les leurs, etc. Et le Huron mourant également, il sera par ailleurs pas très présent dans les descriptions de la Nouvelle-France. Donc, la figure du bon Indien, comme l'historiographie l'a souvent qualifié, donc le mauvais Indien, bon Indien. En fait, le bon Indien est très peu là dans toute l'histoire de la Nouvelle-France qui est racontée aux enfants, mais il va être là dans justement la littérature, donc les poèmes, les différents poèmes sur le dernier Huron. C'est un peu la société coloniale finalement qui pleure c'est la mort de ce personnage finalement très positif, mais sans aucune responsabilisation par rapport à ce sort-là. Donc, il y a une sorte de dissociation qui se fait aussi. Très bien. Comment, justement, dans l'iconographie qu'on va utiliser sur les Premières Nations notamment, les stéréotypes visuels vont faire leur chemin dans la construction de l'autre chez les jeunes, dans les manuels, et quels sont les principaux effets socioculturels de tout ça? Oui, ça, c'est marquant, en fait, la construction visuelle de l'autre par l'école. En fait, c'est fait en collaboration avec les textes, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va établir des stéréotypes visuels donc, qui reviennent constamment, puis on va leur associer des légendes très simples. Donc, souvent, on va écrire les Indiens ou encore, on va les qualifier aussi de sauvages, et ce sera le terme qui va être utilisé en légende. Et donc, pour les enfants, il y a une image mentale qui se crée, une association mentale qui se crée entre les stéréotypes visuels qui sont donc, le personnage est réduit à quelques symboles reconnaissables et ce terme-là. Et donc, ensuite, dans le parcours, s'il voit une image sans légende, sans explication, il va reconnaître donc la figure et de la même façon, s'il lit un texte sans image, il va y avoir dans sa tête cette image qui est très stéréotypée. Et ça aussi, on voit que ça se durcit dans la période. Donc, au début du 20e siècle, on a vraiment réduit l'image à très peu de signaux là, visuels, stéréotypes. Puis, les différentes images deviennent de plus en plus homogénéisées, en fait, avec le temps. Donc, la diversité des représentations s'amenuise. OK. Donc, c'est dire que la circulation des images, en fait, il y a une circulation d'images, mais ces images-là sont plutôt les mêmes à travers l'ensemble des manuels et les légendes ou le genre de texte qu'on associe à ces images-là sont finalement à peu près toujours écrits de la même façon, ce qui fait que ça reste dans la tête d'une manière très décidée, très volontaire chez les jeunes. C'est bien ça, hein? Oui, exact. Puis, en fait, ça, c'est surprenant aussi parce qu'on assiste à ce moment-là, deuxième moitié du 19e siècle, il y a une révolution de l'imprimé, une nouvelle révolution de l'imprimé. Il y a énormément il y a beaucoup plus d'images en termes quantitatifs qui circulent dans les sociétés à travers le monde, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus d'images différentes qui circulent. Puis, ce que j'ai été le plus surprise de trouver dans tout ce matériel scolaire, c'est à quel point les manuels, déjà entre Canadiens anglais et Canadiens français, reprennent les mêmes images, parfois pour des raisons différentes. Donc, on a la même image qui ne sert pas le même propos. Les manuels reprennent des images américaines, de manuels américains. Les manuels reprennent des images de certains récits de voyage français ou américains et des cartes postales coloniales françaises. Donc, à la fin de la période, au tournant du 20e siècle, il y a carrément des photographies coloniales, ethnographiques qui se retrouvent dans un manuel québécois. Et donc, ça me montrait qu'en fait, il y a comme une banque d'images assez restreinte qui circule dans le monde occidental et à laquelle puisent en fait les éditeurs selon leurs besoins du moment et en changeant les légendes comme ils le veulent. Donc, en se disant, cette image peut bien représenter tel peuple ou même tel peuple, on va changer la légende. Qu'est-ce que ça peut bien faire finalement? Donc,
oui, ça crée une image mentale très forte et ça, bien, évidemment, ces images mentales qu'on crée dans l'enfance, et bon, qui vont se poursuivre au 20e siècle là, avec les bandes dessinées, avec le cinéma d'Hollywood, etc., elles ont des effets dans la réalité, elles ont des effets dans relations, les véritables relations qui peuvent se créer ensuite entre les populations, mais également sur les émotions qu'on peut ressentir face à certains corps, face à certaines images, donc à certains individus, versus les émotions qu'on peut ressentir face à d'autres. Donc, les situations d'oppression ou d'injustice vont être teintées de la signification finalement qu'on a associée à ces peuples-là. OK. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, qu'il y a à la fois une fascination et une admiration pour certains groupes qu'on peut voir à travers les manuels, puis en même temps une répulsion puis un désir d'en nier le degré de civilisation? Est-ce qu'on peut développer autour de ce point-là, notamment sur les contradictions qui peuvent apparaître par rapport à certains groupes qui sont vus positivement, négativement, ou des images, comme on le disait tantôt, qui peuvent avoir une interprétation positive dans un manuel et négative dans l'autre? Oui, ça, c'est très intéressant parce que ça nous ramène en fait à la question du rôle de l'altérité, du rôle de l'autre dans une société, c'est-à-dire que, et c'est justement, je n'essayais pas de contourner ces incohérences-là pour arriver à dire, oui, mais non, c'est juste tel type de représentation parce que, comme c'est l'altérité qui était mon sujet, on va utiliser l'autre donc pour notre autodéfinition. Donc là, on a les hiérarchies, puis évidemment, on va toujours ramener l'autre plus vers le bas pour se monter plus vers le haut. Mais à l'inverse, ces mêmes figures, par exemple, les figures arabes, dans certains cas, vont être utilisées positivement. Puis aussi des figures autochtones, on va louer leur piété, on va louer leur sagesse, etc. Et ça paraît, c'est dur au début d'analyser ça. Donc, on se demande, mais comment ça peut faire sens avec tout le reste du matériel? Mais en fait, et c'est un procédé que je vois également dans la propagande missionnaire dans mon nouveau projet, c'est-à-dire c'est pour rappeler la société à se perfectionner. C'est pour souligner les imperfections de la société, donc le manque de religiosité, la piété défaillante, et on va venir comme susciter une reprise en main en montrant cet autre qui pourtant nous est présenté comme inférieur à nous, qui là apparaît mieux, apparaît plus civilisé en quelque sorte. Et donc, ça a cette fonction-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces images positives ne sont jamais ils brisent jamais cette représentation qui est unilatérale. Donc, l'autre, il n'entre jamais dans le dialogue. Et donc, ces images, d'ailleurs, positives, dont on ne sait pas exactement d'où elles sortent, là, les contes arabes ou les récits aussi d'esclaves qui sont utilisés aux mêmes fins morales, ils ne permettent pas d'entendre ces voix-là en tant que telles. Donc, elles sont encore dans un processus d'instrumentalisation pour la définition du soi, pour sa reprise en main morale, etc. Donc, au niveau de la construction nationale, dans le fond, à partir de tous ces manuels, de toutes ces images qui viennent frapper l'esprit des enfants, il y a quand même finalement en filigrane de tout ça une dynamique qui est à la fois coloniale, colonialiste et impériale. Est-ce qu'on peut, dans le livre, tu parles même d'une agnosie coloniale par rapport à cette influence-là. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ce que tu entendais par ça? Oui, bien, ce que j'entendais par ça, puis encore là, c'est un peu basé sur l'historiographie nationale que j'avais lue au début de ce projet. Jamais on mentionnait quelle influence avait eu la représentation des Autochtones sur la façon dont la nation s'est pensée, s'est construite, a disséminé cette idée-là pour que les gens y adhèrent. Et ça me semblait très surprenant. Donc, c'était une construction nationale qui était finalement, grosso modo, assez semblable aux constructions nationales en Europe, où aussi il y a une agnosie coloniale, je pense, dans certains cas, c'est-à-dire le colonialisme, même s'il n'est pas nécessairement intérieur au territoire, a joué sur la construction nationale. Mais donc, c'était ça, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement gros, pourquoi si peu, du moins, d'historiens l'ont
l'ont mentionné, ça, cette influence des Autochtones comme personnages par rapport à qui on doit se distancer, voire même remplacer, en fait, pour être reconnus comme, dans le cas canadien-français, les véritables possesseurs du territoire, ceux qui sont légitimement chez eux ici. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'entends un peu l'agnosie coloniale. Et c'est l'école, puis donc, c'est reproduit de génération en génération. Ça a une influence après, évidemment, sur les différents phénomènes qui vont avoir cours au 20e siècle par rapport aux populations autochtones. Très bien. Un mot sur les femmes dans le livre. Sont-elles à ce point invisibles dans les manuels scolaires? Oui, donc pas de mots sur les femmes, en fait. Ça se résumerait peut-être comme ça. Elles sont présentes, les femmes, dans les manuels. En fait, elles sont même assez présentes dans les manuels de lecture, donc dans les manuels de français, là où on lit des petites histoires, on apprend à lire, en fait, avec des textes, là, le niveau augmente avec les années. Elles sont des mères, elles sont des jeunes filles, grosso modo. Donc, souvent, pas nécessairement individualisées, elles n'ont pas nécessairement de nom, sauf peut-être pour les fillettes qui vont avoir un prénom, mais leur mère va être maman, etc. Donc, il y a des femmes dans les manuels scolaires à ce niveau-là, des femmes blanches, donc, mais qui sont dans un rôle, un rôle très précis. Quelques figures historiques, mais vraiment très peu. Donc, Madeleine de Verchères apparaît vers la fin du 19e siècle dans les manuels. On ne parle pas encore tant que ça des grandes figures religieuses, un peu, mais très peu. Et surtout dans les manuels de géographie, donc, qui nous montrent le monde entier, elles ne font pas partie du monde, les femmes. Et elles ne sont donc pas mentionnées dans les descriptions. Elles apparaissent parfois dans les images. Donc, elles apparaissent comme des bourgeoises dans les sociétés blanches. Donc, on voit des familles, en fait, avec des ombrelles, des grandes robes, déambuler dans des paysages urbains ou un peu pastoraux. Et elles vont apparaître comme travailleuses. Les femmes racisées apparaissent comme travailleuses dans des illustrations qui montrent un peu le sud global, donc des travailleuses chinoises qui récoltent le thé, aux États-Unis, des travailleuses noires qui récoltent le coton, le riz, le café sur les plantations, également en Amérique du Sud ou dans les Antilles. Donc, elles vont apparaître dans les images, mais souvent, il n'y a rien dans les textes, par contre, qui les mentionne. À quelques occasions, on va avoir une mention qu'un peuple et autres, en fait, on le comprend parce que le peuple, on va mentionner qu'il traite ces femmes comme des esclaves. Et donc, ça, c'est un marqueur d'altérité parce qu'on ne mentionne pas comment les différents peuples traitent leurs femmes en général. Et là, tout d'un coup, il y en a un en particulier qu'on va ajouter cette mention-là. Ça, c'est une des façons que j'ai trouvé justement ces marqueurs d'altérité-là. Si, au moment où les lecteurs vont refermer le livre, tu désirais leur laisser une pensée, quelle conclusion désires-tu laisser à tes lecteurs une fois qu'ils auront refermé la couverture du livre? C'est une bonne question. Je pense que ce que je voudrais qu'il soit bien compris, c'est que la question de l'autre, elle est inscrite dans l'histoire de l'école québécoise profondément, donc dès ses débuts. Elle est dans les racines de l'école québécoise, qui est notre école encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu des réformes, ça, il y en a eu beaucoup, mais il n'y a pas eu un changement majeur de l'école. D'ailleurs, quand on consulte les sources du 19e siècle, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore semblables à notre expérience scolaire. Donc, il y a même une identification qui peut être faite quand on consulte les sources, les compositions des élèves, etc. Et donc, j'aimerais ça qu'on le conscientise plus, mais surtout que cette question de l'autre, de la définition de la différence, éventuellement dans un but de consolidation nationale, donc comme je le mentionnais, elle a pris la forme du racisme. Et notamment dans un contexte transnational, mais un racisme qui est extrêmement violent parce qu'il est légitimé par l'institution scolaire, donc qui est une institution de l'État, des églises, de la science surtout, qui nous transmet la vérité. Et donc ça, de comprendre ça, je pense, c'est ce que j'aimerais que les gens gardent après avoir lu le livre. Ouais.
Alors, tout juste avant que l'on amorce une période de questions de la part de notre public, je rappelle que Catherine Larochelle, qui est professeure adjointe à l'Université de Montréal, a publié ce livre, donc l'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise. Catherine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes nombreuses questions. J'en avais d'autres, mais je pense qu'on va se permettre ça dans une discussion ouverte éventuellement. Merci pour tout. Bien, merci. Puis moi, j'en profiterai peut-être pour dire merci. Là, je vois qu'il y a Nancy qui est connectée, puis aussi une représentante des archives de la Congrégation Notre-Dame. Puis elles font partie de mes remerciements, mais là, je vois qu'elles sont là. Sans leur aide, ce livre n'existerait pas. Donc, je leur suis très, très reconnaissante de l'accueil qu'elles m'ont fait pendant mes études. Merci beaucoup. Alors là, je passe la parole à Émilie